J'adore le marketing. Et ben moi, je vais l'utiliser mon marketing, ce que je sais faire, pour faire changer les mentalités sur ces fruits et légumes qui sont un peu différents. Et j'arriverai à les vendre. Et comme ça, tu pourras avoir une nouvelle rémunération. Mais clairement, il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. J'ai été prise sur du coup l'émission Qui va être mon associé. Ça a été un énorme tremplin. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, Tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle Votre histoire est un cadeau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook. Votre histoire est un cadeau, tout attaché. Allez, bonne écoute à vous! Et donc aujourd'hui, on va parler un peu sur le podcast de jugement de valeur. Est-ce qu'on doit se fier au physique pour savoir si on est quelqu'un de bien ou pas? Et ça va s'appliquer aux fruits et légumes. Je suis avec Mathilde Castiani. Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah de rien, merci à toi de m'inviter déjà sur ton podcast. Bah de rien, de rien. Et on va parler dans le détail de ce que tu fais. Donc, je ne vais pas plus loin dans mon introduction. Les gens commenceront à découvrir au fur et à mesure. Et je vais commencer pour faire connaissance avec toi par le classique portrait chinois. Je te dis un mot et tu me dis celui qui te vient à l'esprit. Si je te parle d'un lieu, tu me dirais quoi? Je te dirais le Costa Rica. Parce que Ah, du coup, j'ai vécu quand même pas mal de temps au Costa Rica. Et c'est vrai d'accord. que j'étais dans la péninsule d'Ossa, donc en plein milieu de la jungle. Et c'est vrai que c'est un très 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 bon souvenir. Donc je te dirais le Ok. Costa Rica. Ok, très bien. Je mettrai le lien dans les notes du podcast puisque j'ai fait un podcast sur le podcast Loin de chez soi avec Teddy qui a vécu pendant quelques semaines aussi au Costa Rica, enfin qui a découvert le Costa Rica. Et pareil, il a les mêmes retours que toi, donc je mettrai pour ceux qui veulent en découvrir un peu plus sur ce podcast-là. Si je te parle d'un plaisir gourmand, tu serais plutôt sucré, plutôt salé? Ah, sucré. Sucré, et ce serait quoi? Je te dirais le pain au chocolat parce qu'une bonne journée d'entrepreneur qui est remplie de péripéties, elle commence toujours par un pain au chocolat. Ok, je capte un petit peu la vision. Très bien. Si je te parle d'une passion et ou d'un passe-temps, ça peut être deux choses différentes. Alors, je suis quelqu'un qui est hyper créative. Du Mhm. coup, moi, mes passe-temps, c'est plutôt de faire des choses manuelles, je fais pas mal de peinture en passe-temps ou de petites activités créatives. Voilà, D'accord. pour Ok. développer ma créativité, ce qui est hyper intéressant, bah, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est vrai. Et il y a beaucoup, beaucoup d'études aujourd'hui neurologiques et autres qui expliquent que avant, quand on était à l'âge de pierre et autres, on faisait beaucoup de choses avec nos mains et que notre cerveau a un lien avec nos mains. Donc, Mm. le fait de toujours être sur des choses un peu digitales, ça fait baisser notre capacité à réfléchir. Donc, tu as totalement raison. Il faut faire travailler les mains, que ce soit avec de la pâtisserie, du jardinage, etc., ou avec de la peinture comme tu le fais. Ouais, Et j'en profite pour le dire, tu nous en parleras, mais dans tes passe-temps, j'ai vu aussi que tu étais pas mal dans le bénévolat, ou tu as été pas mal dans le bénévolat, et dans Allez, vas-y, on en parle, donc t'hésites pas à un moment sur la fin à me titiller sur ce sujet-là, parce que ça m'intéresse beaucoup. ouais, c'est vrai que bah, du coup, j'étais pas mal engagée dans le bénévolat. Donc, Ouais, plutôt quand j'avais le temps avant de lancer ma boîte. bien sûr. Moi, j'ai rejoint du coup une association qui s'appelle La Fourmilière. Et à Mhm. l'intérieur, on chapeaute pas mal d'autres assos. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de maraudes avec Dans ma rue. Ouais, Et c'est vrai que ok. bah, pendant le confinement où j'allais tout le temps voir, on faisait le lien social entre les SDF. Donc moi j'étais de Vincennes, on leur Mhm. apportait du lien social, on allait les voir, on allait même juste papoter avec du coup les SDF, ça leur apportait vraiment un peu de réconfort et on faisait un peu ce qu'on pouvait à notre échelle. Donc c'est vrai que Bien j'aime sûr. beaucoup aussi faire du bénévolat. Ben, on l'oublie souvent, mais le lien social, c'est aussi important. C'est
important à un niveau assez fort, moins que boire et manger bien sûr, mais on n'en est pas loin, hein, souvent on l'oublie, mais c'est une réalité, donc tu as totalement raison là-dessus. Euh, Si je te parle d'une personne, d'une personnalité qui compte ou qui t'a inspiré ou qui t'inspire, tu me parlerais de qui? Alors là, je Il peut y en avoir dirais plusieurs. Ouais. celle qui m'inspire le plus, ça serait Laurie Mhm. Tillman. Parce qu'elle D'accord. elle est un peu, clairement, elle est dans mes valeurs et surtout, elle est un peu alignée dans mon dynamisme. Parce que c'est vrai, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est dur. Il faut vraiment faire beaucoup de choses. Et elle, outre d'être une ancienne Miss France, elle a quand même beaucoup d'entreprises. Elle est hyper dynamique, elle est hyper inspirante et surtout, elle est remplie de positivité dans son podcast ou même dans ses vidéos. C'est vrai qu'elle a toujours une patate. Et quand il y a des moments de down, dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que l'écouter, c'est pas mal. Franchement, c'est hyper boostant, donc je trouve qu'elle est hyper inspirante pour ça. Ok, je prends et je mettrai dans les notes du podcast deux, trois éléments pour pouvoir aller rejoindre ce que tu es en train de dire. Avant de parler de ton parcours et de te laisser le plus possible la parole, je voulais te poser une question qui peut aider certains entrepreneurs à débloquer certaines croyances. Pour toi, l'entrepreneuriat, c'était plutôt, tu dirais plutôt que c'était le but depuis tout le temps, tu l'avais en tête, c'était un background familial où tu as grandi autour d'entrepreneurs et donc tu t'es dit c'est normal que je le fasse, ou alors ça a juste été une opportunité, une envie et tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Alors ça, je pense que moi, j'étais pas forcément destinée à être entrepreneur. Je Mhm. pensais même pas, pas du tout. D'accord. Moi, j'étais dans le marketing. J'avais des bons postes dans le marketing. J'étais destinée au marketing, je croyais. Mhm. Mais non, 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 ça s'est fait, vraiment, ça s'est fait comme ça et surtout, ça a été tout naturel en fait. J'ai suivi, donc je pense qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais Bien vraiment, sûr. ça s'est fait vraiment naturellement et j'étais pas du tout prédestinée à être entrepreneur au début et c'est pas quelque chose que je pensais en étant petite que j'allais finir entrepreneur. Non, 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 ça Ok, s'est fait naturellement. t'avais pas tous les livres de Steve Jobs, les livres de Phil Rien, Knight ou autre, voilà. Ok, rien très du bien. tout. Mes parents ne sont pas dans l'entrepreneuriat. Ok. J'ai rien fait. J'avais pas l'environnement pour. J'avais vraiment rien du tout dans l'entrepreneuriat. Ok, c'est hyper important de le redire à chaque fois, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent que, un peu comme dans le sport, hein, ça fait partie d'un des autres podcasts, mais où des gens pensent que bah, il faut avoir papa ou maman qui soient eux-mêmes sportifs pour devenir sportifs de haut niveau. Et régulièrement, j'ai des gens qui autour d'eux n'ont pas ce background-là et réussissent quand même. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bah, écoute Mathilde, je vais te laisser nous expliquer un peu ton parcours, ce qui, bah, au démarrage, un peu tes études, et tu as eu pas mal d'expériences à l'étranger, donc ça a toujours de l'intérêt pour moi parce que c'est une manière de montrer comment on est perçu, nous en tant que Français, puis comment on perçoit aussi la manière peut-être d'entreprendre ou en tout cas de travailler à l'étranger. Et puis après, bah, ce qui t'a amené à créer Topinamour et ce qui a fait que je t'ai découvert, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à l'émission qui veut être mon associé, la saison 3, et nous expliquer un petit peu ce qui en est ressorti derrière. Je te laisse la parole, c'est ton podcast et à toi de nous expliquer un petit peu comment tu veux te présenter. Merci. Alors c'est vrai que raconter toute l'histoire, l'histoire est très longue. Je vais quand même essayer de faire en synthétique parce que c'est vrai que Mhm. même en étant entrepreneur, on n'arrive même plus à voir nos accomplissements, tout ce qu'on a accompli, parce Bien qu'il sûr. y en a beaucoup trop. Mais du coup, donc moi, quand j'étais du coup dans mes périodes d'études, j'ai énormément voyagé. Et je pense que tout est vraiment parti de là. C'est un peu les voyages, c'est un peu la philosophie qu'on en prend. On grandit vraiment. Donc Mhm. je suis partie au Costa Rica, à New York, je suis partie en Chine, à Taïwan. Je suis partie un peu partout et c'est vrai que voyager, rencontrer des personnes différentes, des cultures différentes, tout ça, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Et ça m'a vraiment forgé sur qui je suis maintenant. Et du coup, donc à partir de ça, donc moi j'ai fait une école de commerce. Mhm. Je me suis vraiment spécialisée dans le marketing parce que ça, le marketing, c'est quelque chose qui me touchait. J'adorais tout ce qui est vraiment marketing, comment
bah, comment influencer, enfin comment quel visuel va plus parler, comment on met en avant un produit, tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me parlait énormément. Donc j'adorais ça. Donc je me suis fait vraiment marketing. Donc pas encore une fois, c'était pas de l'entrepreneuriat, c'était du marketing. Ouais. C'est vraiment. Ouais, tu voulais intégrer une entreprise et un service marketing d'une entreprise. Ouais, c'est ça, c'est vraiment Mhm. ce qui me faisait vibrer Et moi, j'étais passionnée de produits. Donc le produit, le marketing, c'est vraiment ce qui me faisait vibrer. Donc j'ai travaillé dans des grands groupes, j'ai travaillé chez Valrhona par exemple. Après, j'ai travaillé bah, dans le milieu bancaire, j'étais un peu partout et c'est vrai que le marketing, j'adorais. Et au final, bah, j'étais forte. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me passionnait. C'était trop bien. Sauf que bah, il y a un moment. À un moment, j'étais plus trop alignée avec mes valeurs parce que c'est vrai que le marketing, clairement, on doit influencer le comportement d'achat, on doit montrer que notre produit qu'on vend, clairement, c'est le meilleur, que on est mieux par rapport aux autres, que on doit mettre des paillettes, clairement. Sauf que Mhm. bah, c'est génial, mais moi, c'était plus forcément aligné. Enfin, j'avais vraiment très envie de enfin, me retrouver. Et c'est vrai, quand on voyage, on est là avec, bah, avec enfin, avec les autres cultures, avec la nature, avec la beauté des choses. Et j'étais là, mais oui, mais moi, vraiment, c'est ce que j'ai envie de mettre en valeur, me retrouver vraiment dans mon moi, un peu plus Mhm. nature et le marketing. Donc c'est à partir de là où je me suis dit, bah, faire du marketing, c'est génial, mais j'aimerais bien que ça soit plus aligné avec ce que j'aime, quoi. Et tu as un souvenir d'un, je vais pas dire d'un déclencheur, mais en tout cas de certaines prises de conscience, est-ce que c'était lié à certaines façons dont tu pouvais être managé? Est-ce que c'était lié à certaines façons dont tu pouvais travailler? Ou alors c'était bah, ce que tu mettais en avant était plus aligné avec tes valeurs? Est-ce que tu as deux, trois éléments permettant bah, de mettre une image sur cette situation? Bah, clairement, mon élément déclencheur, c'est vraiment de devoir, quand je devais forcer, bah, je devais influencer le comportement d'achat Mhm. pour faire prendre conscience aux clients qui devaient dépenser plus. Ouais. Et ça, pour moi, OK, c'est du marketing, mais c'est bien aussi de le faire sur une cause qui est un peu plus impactante. OK. Et Ce que c'est, tu veux dire par là, c'est que tu les gens à acheter des choses qui avaient peut-être pas enfin, qui étaient peut-être pas alignées avec tes valeurs, à 100. voilà, OK. voilà. Et après, du coup, je suis partie dans le milieu de la distribution. Donc, j'ai travaillé, par D'accord. exemple, à Auchan. Mmh. Donc, j'étais manager à Auchan et c'est vrai que voir les produits, donc là, moi, ça me faisait totalement vibrer. J'étais avec enfin, partie produit et en même temps le commerce, manager une équipe, tout ça, c'était hyper intéressant. Donc là, j'avais un peu les deux, le marketing, un peu la partie produit, un peu tout ça. Donc je me suis encore retrouvée bah, dans tout ce que j'aime faire. Et là, il y a un moment, je me suis dit, bah voilà, je sais vraiment ce que j'aime, je sais là où je suis forte, mais il me manque mes valeurs. Il me manque les valeurs. OK. Et puis, j'ai regardé je sais plus ce que c'était, mais c'était un documentaire du coup qui parlait du gaspillage alimentaire. Je suis tombée dessus. Et en fait, il parlait des chiffres. Et là, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est pas possible. Mmh. En fait, il nous disait qu'il y avait plus de 3 millions de tonnes qui étaient jetées chez les producteurs. Je me suis dit, ben non, non, c'est pas possible qu'on jette autant de fruits et légumes bah, actuellement. Donc, clairement, j'y croyais pas. J'y croyais pas. Et comme je suis peut-être un peu têtue et, et un peu trop déterminée, je me suis dit, bah, bon, j'y crois pas, mais si on allait voir. Et donc, je suis partie, j'ai pris ma petite voiture et j'ai décidé de faire 2 mois de Tour de France. Et Ah en ouais? 2 mois, ouais, ouais, j'y croyais vraiment pas hein, qu'on Ouais. pouvait jeter autant de fruits et légumes. Donc en Et deux quand tu mois, étais juste une question, quand tu étais chez Auchan, il y avait pas parce que malheureusement quand on est dans l'alimentaire, on le connaît. Est-ce que alors peut-être tu étais pas en contact avec ces rayons-là, mais il y avait pas justement déjà ce côté je jette, quand on n'arrive pas à vendre ou quand les fruits ou les légumes sont plus beaux? si, carrément, bah, clairement, si, il y a quand même énormément de gaspillage dans la grande distrie et ça, entre guillemets, on le sait tous, on est entre guillemets sensibilisés. Et ça, c'est une partie qu'on connaît, entre guillemets. Par contre, D'accord. le gaspillage chez les producteurs, Ouais. moi perso, je le connaissais pas. Et c'est un moment où personne, enfin, on n'en entendait vraiment pas parler. C'était il y a plus de 2 ans, je dirais. On n'entendait Mmh. vraiment pas parler de cette thématique. Bah, clairement, pour moi, c'était impensable qu'on puisse jeter des fruits et légumes directement chez les producteurs.
Enfin, autant. Pour moi, il y avait un truc qui allait pas. Ouais, pour toi, l'idée, c'était de dire quand ça arrive jusqu'à la grande distribution, ça s'est pas vendu, on a au moins tenté de le vendre et autres. Ouais. Là, de jeter chez le producteur, on n'a même pas tenté de le vendre. C'est ça l'idée? Ouais, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire que autant de fruits et légumes qui sont directement sur les champs, qui peuvent être Hmm. jetés. Pour moi, il y avait vraiment une grosse problématique qui était pas concevable. Enfin, Ouais, franchement, j'avais du mal à comprendre. Et comme j'avais du mal à comprendre, enfin, quand même, on est sur des gros volumes. ouais, 3 millions de tonnes, enfin, c'est quand même énorme. Donc, comme j'y croyais pas, je suis partie. J'ai fait du coup 2 mois de Tour de France pour rencontrer les producteurs, en d'accord. sachant que, bah, du coup, ce qu'il faut dire, c'est que je viens pas aussi du milieu de l'agriculture. J'y Mhm. connaissais rien du tout. Ouais, l'agriculture. Est-ce que tu as fait le cliché de j'arrive avec des petites chaussures, etc., et je marche dans la boue et... Bien sûr, Ok. bien sûr, j'ai fait totalement le cliché, surtout que moi, en plus, j'ai une petite Fiat. Donc, je suis arrivée clairement chez les producteurs avec ma Fiat. Ils m'ont regardé débarquer. La majorité rigolait ou me disait, bah, la ville, elle est là-bas. Donc, moi, j'étais là, non, 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 je viens vraiment vous voir. Donc, c'était vraiment très drôle parce que pendant, du coup, 2 mois, j'ai été rencontrer plein de producteurs, des grosses exploitations, des petites. Enfin, vraiment, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de profils différents. Et ça m'a pas mal choquée. Déjà, même eux, ça les a choqués. Clairement, que quelqu'un s'intéresse à eux, aille les voir, aille les rencontrer, veuille travailler avec eux. Parce que oui, moi, j'étais là, j'ai envie de travailler avec eux, je veux découvrir votre métier. Donc, des fois, je restais un jour, mais des fois, je restais une semaine. Et en fait, je voulais être considérée comme eux, qui montrent clairement ce qu'ils Mhm. faisaient, comment est leur métier. Et bah aussi voir aussi le gaspillage, où c'était, pourquoi, les raisons, eux, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et donc ça a été hyper, mais hyper enrichissant pour moi. J'imagine. T'étais déjà dans une démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire que t'étais plus salarié à ce moment-là et t'avais pris l'idée de dire bah, pendant 2 mois je vais être dans cette démarche, ou c'était juste vraiment de la curiosité pendant des vacances ou autre ou entre deux jobs, c'était quoi la démarche que t'avais en tête? Alors la démarche, c'était que, ouais, non, j'étais plus dans le salariat. Mhm. J'étais plus dans le salariat, j'étais un peu à tâtons, je savais pas trop dans quoi me lancer. Donc là, c'était D'accord. vraiment plus de la découverte. Est-ce qu'il y a une réelle problématique? Qu'est-ce que c'est? C'était vraiment de la découverte, ouais, parce que j'y connaissais rien. Ok. Je connaissais rien du tout. Et, dans cette démarche, un peu bah, à tâtons, clairement, c'est là où j'ai vraiment tout découvert et tout appris. Parce que, parce que du coup, en allant voir ces producteurs, je me suis, rendu compte de la difficulté et de la dureté du métier. Mhm. Et franchement, c'est vraiment très, très, très dur. Et nous, en tant que consommateurs lambda, on n'en a pas conscience. Et moi-même, enfin, on avait tous, enfin, j'avais un poste tranquille de marketing derrière un ordinateur. Enfin, on est tous dans notre petit confort et on pense vraiment pas au métier de producteur qui est vraiment très dur. On n'en a pas conscience. Et comme par exemple, du coup, donc moi, c'était du coup un été où il faisait très chaud. C'était la canicule. Ouais. Et j'ai été rencontrer, donc ça, c'est le producteur qui m'a plus marqué. Il m'a dit, enfin, c'était un producteur qui faisait des tomates. Enfin, il faisait plein de légumes, mais dont les tomates. Et là, il m'avait dit, bah viens, écoute, viens si tu veux récolter des tomates avec nous. Donc moi, j'étais hyper contente. Et je lui ai dit, ok, bah pas de souci, je vais faire une journée avec vous pour récolter des tomates. Et du coup, tout de suite, il m'a dit, ben non, par contre, si tu fais 1 heure, c'est déjà très bien. Tu pourras pas faire une journée avec nous, c'est pas possible. Donc moi, là, j'étais hyper frustrée en me disant, mais non, 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 je veux faire tout comme vous, c'est ok, je veux tout découvrir, c'est ok. Sauf que clairement, c'était pas ok. C'était pas du tout ok. Parce qu'en fait, du coup, j'ai fait comme eux, j'ai voulu faire comme eux, mais c'était tellement dur. Travailler en serre quand il fait hyper chaud, une canicule. Oh, je pense que j'étais plus rouge que la tomate. J'aime bien l'image. J'aime bien Vraiment, l'image. vraiment, c'était dur. Et franchement, mon corps, il n'était pas du tout adapté. Enfin, enfin, c'était trop dur. Franchement, c'était très, très, très dur. Et je me suis dit, waouh, récolter une tomate, j'aurais cru que c'était OK. Mais là, Mhm. non, 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 c'était vraiment dur. Et je me suis dit, waouh, nous, en consommateurs, on va prendre tes tomates, on va les acheter, les jeter si elles sont un petit défaut, si machin. Mhm. Enfin, voilà. Alors qu'en fait, il y a vraiment quelqu'un derrière qui va travailler hyper dur et qui va. Enfin, c'est vraiment un métier qui a besoin d'être mis en valeur, quoi.
Oui, puis pour l'avoir vu faire, et ils ont un savoir-faire rien qu'au toucher, ils savent s'ils peuvent l'apprendre, ils ont une rapidité d'exécution, enfin Ah oui, c'est hallucinant, c'est hallucinant. ah oui, clairement, clairement, clairement. On va pas se mentir, j'étais pas aussi rapide qu'eux. Mais du coup, donc ça, c'est mon élément qui m'a le plus touchée. Mais après, sinon, j'en ai rencontré tellement d'autres. Ils étaient tous, mais tous hyper gentils et hyper vraiment touchés par ma démarche. Et donc, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup appris sur leur métier. Et ils te montraient ce gaspillage, ils arrivaient à te montrer un peu à leur échelle forcément, puisque bah, quand on doit acheter, on jette régulièrement, entre guillemets, donc tu n'as pas l'idée du tonnage, mais en tout cas, tu voyais ce gâchis, entre guillemets, de fruits et légumes. Ouais, carrément. En gros, il y a une double. En fait, aller les rencontrer, ça m'a permis d'avoir une double vision sur la problématique. Déjà, la problématique que nous, on connaît pas le métier des producteurs, on connaît pas vraiment la dureté et remettre vraiment le producteur au centre, c'est vraiment hyper important. Et de deux, en échangeant vraiment avec eux, en les rencontrant, en voyant plein de types de différentes exploitations, je me suis vraiment rendu compte que le gaspillage, il est partout. Que ça soit des grosses exploitations qui sont industrialisées, où on a les machines automatiques qui vont regarder les calibres, tout ça, et donc on les voit, ça tombe directement dans une benne. Ah La ouais. benne se remplit, se remplit, se remplit, et c'est énorme. Et ça, eux, ils en sont conscients, puisqu'ils le voient, et il y a les machines. Donc ça, c'est les gros. Mais on a aussi les petits. Les petits, eux, c'est des montagnes, en fait, qui vont faire eux-mêmes, parce que il faut bien libérer les plantes pour les soulager de ces produits qui sont trop gros, trop petits, qui ne répondent pas au calibre. Mais en fait, le point qui m'a un peu choquée, c'est que du coup, en échangeant avec ces producteurs, eh ben, ils ne le voient plus. Le gaspillage, en fait, il est comme s'il était transparent parce que c'est naturel maintenant. Enfin, ça fait depuis tellement d'années que ces produits-là, s'ils sont un peu trop différents, bah, personne n'en veut. Bah, ça a été un peu assimilé culturellement, si on peut dire ça. Et donc, ça m'a choquée. Et quand moi, je disais du coup aux producteurs, non, mais non, en fait, tous ces produits, c'est pas parce qu'ils sont trop petits, trop gros, ils ont une forme trop rigolote ou même s'il y a du surplus. Non, en fait, tu peux les vendre. Il n'y a pas de raison qu'on fasse des discriminations alimentaires. C'est archi débile. Je pense que ce qu'il faut que tu réexpliques, et ce que tu viens de dire hein, en disant calibre, c'est qu'en fait, eux, ils vendent à des acheteurs et ces acheteurs disent il faut qu'ils fassent tel calibre parce qu'on a expliqué, enfin je schématise très rapidement, mais parce que le consommateur on l'a habitué à dire une pomme elle doit avoir cette forme-là, si elle est un peu trop grosse ou autre, je vais pas l'acheter. Et donc ça va pas être vendu, donc l'acheteur n'achète pas pour le mettre sur ses étals. Ouais, oui, après ça va vraiment plus loin que ça. En résumé simple, oui, 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 c'est ça. On a, en fait, il y a des normes pour chaque fruit et légume, des normes de poids, des normes de taille, des normes vraiment pour tout, même l'esthétique. Si visuellement, on a des normes aussi, on a des normes de taux de sucre et choses comme ça. Et si ça répond pas aux normes, bah, ces produits ne peuvent pas être achetés. Voilà. L'exemple tout bête, les carottes. Les carottes, en fait, si dans la nature, des fois, c'est normal, il y a des cailloux. Sauf voilà. Sauf que les cailloux, si il y a des cailloux dans le champ de carottes, la carotte, en fait, elle va pousser avec un caillou au milieu et en fait, elle va se diviser en deux. Ce qui fait que la carotte va avoir deux petites jambes ou trois jambes en fonction du nombre de cailloux. Et sauf que clairement, nous, dans nos supermarchés, les carottes sont toujours droites, parfaites, et Hmm. il n'y a jamais de carottes à deux jambes. Sauf que toutes ces carottes, en fait, eh ben, elles sont bien quelque part. Et puis elle se mange en plus, si on est Ouais, et logique. c'est les mêmes. Hmm. C'est les mêmes, sauf qu'elles ont deux jambes. Sauf que bah, clairement, ça, c'est des produits qui vont pas être achetés parce qu'elles sont trop différentes. Elles répondent pas aux standards, clairement. Ouais. Donc ça, c'est un exemple, tant d'autres, hein. Les concombres qui vont être un peu trop tordus, bah, c'est pareil, alors que clairement, ils sont juste tordus, quoi. Ok. Ok. Et du Ouais, coup, donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits qui peuvent pas être parfaits parce que j'arrête pas de le répéter, mais dans la nature, on est tous uniques. hmm. La nature, elle fait
des fruits et légumes qui sont différents et je trouve que c'est la beauté de la nature. On est tous un peu tordus, en fait. Il faudrait le dire, hein. Franchement, et c'est pas méchant ce que je dis, c'est vrai, c'est une réalité. Et en fait, on l'oublie. Alors moi, ce que je voudrais juste rééclairer une chose, c'est que c'est intéressant ce que tu dis, c'est que tu as dit à un moment donné, les producteurs, ils s'en rendent plus compte. Et je pense que tu as eu un peu l'image que peut avoir un consultant quand il arrive dans une entreprise, où par exemple, des fois, il va dire, là, au niveau management, on vous parle de manière assez sèche, quoi. Et en fait, les gens disent, ah bon? Bah oui, toi, tu as apporté un peu un œil extérieur pour leur dire, vous vous rendez compte d'eux, mais quand on est dans le quotidien, on s'en rend plus Ouais. compte. Non, Enfin, c'est vrai. souvent. C'est vrai. Et pour reprendre du coup l'exemple de mon producteur qui avait des tomates, Mhm. donc tout a commencé avec ce producteur. Lui, il me disait clairement, Mathilde, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible. De toute façon, c'est dans les mentalités, c'est impossible. Et clairement, il me rigolait au nez, clairement, clairement. Donc, tu Mais n'arriveras jamais par rapport à quoi? Par rapport à l'idée, tu lui avais émis l'idée de topinamour, c'est ça? ouais. Et Oui, donc, oui, oui, je lui avais dit. explique-nous, c'était quoi, quelle était cette idée justement? Moi, mon idée, c'était juste quand il m'a dit qu'il jetait des tonnes de fruits et légumes à cause de calibre, je lui ai dit, bah non. Je te dis tout de suite que moi, avec du marketing, je veux faire changer les mentalités. Je veux montrer aux gens que ta carotte, elle a deux jambes, on s'en fout. Et clairement, je lui ai dit, bah voilà, moi, j'adore le marketing. Et ben moi, je vais l'utiliser, mon marketing, ce que je sais faire pour faire changer les mentalités sur ces fruits et légumes qui sont un peu différents. Et j'arriverai à les vendre. Et comme ça, tu pourras avoir une nouvelle rémunération. Clairement, sur le papier, il était là, waouh, c'est génial. Bien sûr que tous les producteurs aimeraient avoir une enfin, une autre source de rémunération sur un nouveau canal, sur un autre canal qu'ils n'ont pas. Mais clairement, il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. Et là, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, parce que du coup, on a eu un stand sur le salon de l'agriculture. Oui, Il est revenu me voir, et franchement, il était là, waouh, t'avais raison, t'as réussi. superbe, superbe. Alors, ton idée au départ, et peut-être qu'elle a évolué, mais c'était d'en faire quoi de ces fruits et légumes? Alors en fait, ça a pas mal évolué, Mhm. clairement. On est parti de, un, le constat chez les producteurs, où je voulais faire changer les mentalités, où je voulais un peu embarquer tous les consommateurs pour les sensibiliser à ce gaspillage et aux discriminations alimentaires, Mhm. clairement. Donc on est parti de ça. J'ai lancé Topinamour avec des paniers de fruits et légumes au début. Mhm. Donc, initialement, c'était ça. En fait, je rachetais directement aux producteurs que les produits qu'ils n'arrivaient pas à vendre parce qu'ils étaient trop petits, trop gros, biscornus ou en surplus. Je leur rachetais aux producteurs et je vendais directement aux consommateurs. L'idée, c'était qu'avec le produit brut, je puisse sensibiliser le consommateur à leur montrer directement que le légume, on s'en fout de sa taille, sa différence esthétique, on s'en fout. Et que je puisse sensibiliser comme ça avec le produit brut et en même temps apporter une source de rémunération aux producteurs. D'accord, Donc, ok. on est parti comme ça avec des paniers de fruits et légumes. On a commencé à se développer pas mal. En quelques mois, on était dans, je crois, 6, 7 villes, quelque chose comme ça. Donc franchement, on avait un bon développement, c'était très chouette, les clients étaient hyper contents, donc ça plaisait vraiment pas mal. Les producteurs étaient aussi hyper contents, parce que du coup, c'était Ben oui. gagnant-gagnant. Tout le monde était content. Donc toi, tu Donc étais ça, la c'était génial. revendeuse et tu faisais le marketing de cette revente, tu prenais une partie et tu reversais une partie au producteur, c'est ça? Moi, je rachetais les fruits et légumes aux producteurs, et ensuite, du coup, je composais des paniers de fruits et légumes et que je vendais aux clients. Donc ça, c'était génial. C'était trop bien. Sauf que, il y a un moment, on a pris un peu trop de visibilité, ce qui est génial. On a commencé à avoir des articles de presse. Nos clients adoraient notre démarche, donc faisaient que d'en parler. Donc on a eu beaucoup de bouche à oreille. Les producteurs aussi ont fait beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. Donc c'était génial. Sauf que à un moment, j'ai reçu pas mal de coups de fil de producteurs, de nouveaux producteurs qui me disaient, Ma Mathilde, c'est génial ton projet. Est-ce que tu peux nous acheter nos produits? Et là, j'ai Ah, commencé à avoir 100 tonnes, 200 tonnes, et 200 tonnes de pommes. Et là, j'étais là, waouh, oui, mais non, en fait, oui. je peux pas racheter autant de tonnes de pommes, c'est pas possible. Et puis, il faut pas oublier de rappeler quand même que c'est des produits périssables, hein. Donc, quoi qu'il en soit, à partir du moment où tu as racheté, il faut que ça se vende rapidement, entre guillemets. Voilà, clairement, clairement, clairement. Et en fait, la raison de ces pommes, c'était qu'il y avait eu du gel, et en gros, à cause du gel, les pommes étaient trop petites. Sauf D'accord. que le gel, il avait touché beaucoup de producteurs et ils se retrouvaient avec des tonnes mais monstrueux de pommes qui étaient trop petites, qui répondaient pas aux normes.
et que du coup, personne ne voulait en racheter. Clairement, c'était les mêmes. C'était les mêmes, le même goût, tout ce que tu veux, sauf que bah voilà, j'avais un calibre un tout petit peu plus petit. Clairement, c'était pas non plus hyper petit, hein, c'était vraiment normal, quoi. Mhm. Du coup, au début, j'étais là, waouh, je peux pas racheter 100 tonnes, c'est pas possible. Donc j'ai dit non. Mais j'ai été hyper frustrée. Ouais, je comprends. Hyper frustrée parce que clairement, moi, l'ambition de ma boîte, c'était d'aider les producteurs à lutter contre le gaspillage alimentaire. Et là, devoir dire non à 100 tonnes de pommes, j'avoue que mon ambition a pris un coup. Tu t'es presque, enfin, dis-moi, hein, c'est vraiment une question, mais tu t'es presque senti responsable quand tu leur disais non, de dire mince, j'entretiens la chaîne du gâchis? Non, pas forcément. Non, je me sentais pas coupable, clairement. Mais je me sentais frustrée. Ouais, Frustrée de ne ok. pas pouvoir les aider, frustrée de ne pas pouvoir agir avec eux. Mais en même temps, si je rachetais des tonnes de pommes et que je les mettais dans les paniers de fruits et légumes, c'est mes clients qui m'auraient hurlé dessus, quoi. J'allais pas leur faire manger que des pommes. Donc, c'était pas possible. Et puis, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, bon, on va essayer. On va essayer de faire quelque chose. À petite échelle, pas 100 tonnes d'un coup, hein. Mais j'ai décidé, du coup, j'ai appelé le producteur. J'ai commencé avec 2 tonnes de pommes et j'en ai fait de la compote de pommes. Alors quand tu dis j'en ai fait, tu as trouvé quelqu'un qui te permettait ou alors c'est vraiment toi, tu as été dans des labos et que tu as fait... C'est possible, hein, vraiment encore une fois, c'est une question, hein. Alors, quand même, je travaille énormément. Donc, la nuit, j'essaye vraiment de dormir. C'est une bonne idée. Donc, non, j'ai eu un partenaire qui m'a Mhm. accompagnée. Heureusement, parce que là, je pense que les nuits auraient été inexistantes. J'imagine bien. Donc, non, 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 j'ai trouvé un partenaire et du coup, on a fait de la compote de pommes à partir de ces pommes qui étaient petites. Mhm. Et en fait, mes clients ont été hyper contents. Mais vraiment, je pensais pas qu'ils allaient être autant réactifs, enfin, et réceptifs à ça. Et en un week-end, on avait vendu plus de 200 compotes. Et en un Waouh. mois, on était en rupture de stock. Et là, je me suis dit, waouh, c'est dingue. En fait, c'est dingue. Les clients, ils sont hyper réceptifs, ils sont là, ils veulent faire changer les choses. Et en fait, ils croient clairement au projet, quoi. Et puis tu Donc, as un trop bien. double avantage, c'est que en fait, donc le client, il sent son achat, enfin, il sent qu'il a du sens. Et l'autre avantage, c'est que tu peux conserver la compote plus longtemps. Donc, tu peux agir de manière en étant moins pressé par le fait que ça va périmer. Ouais, 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 c'est ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai vu aussi le producteur, clairement, il était hyper content que quelqu'un lui achète, même si c'était que 2 tonnes. Ouais. Franchement, c'était quand même ça. C'est 2 tonnes qu'il a pas acheté, c'est 2 tonnes où Mm. il a eu une rémunération, quoi. Donc, j'ai vu aussi que lui, il était hyper content, même s'il aurait voulu plus, c'était quand même ça. Mm. Et c'est là où je me suis dit, waouh, mais en fait, en faisant des produits, j'ai vraiment plus d'impact qu'en faisant des paniers de fruits et légumes. Et Ok. j'ai plus d'impact pour les producteurs, clairement, parce que pour les producteurs, je peux acheter des volumes énormes. Parce qu'avant, du coup, dans les paniers de fruits et légumes, on parlait en termes de kilos, Oui. on sauvait, mais là, on parle plus en termes de kilos, on parle en termes de tonnes. Et c'est vraiment juste dingue pour la mission de Topinamur qui est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Ok. Donc Et là, c'est là, en fait, où ton entreprise a dû basculer, c'est ça, et que tu as dû aller chercher des financements? c'est là où, clairement, je me suis dit, waouh, il y a un point. Et en fait, c'est là où, clairement, Topinamur a commencé à pivoter. Mhm. Le gros pivot s'est fait à partir de là. En même temps, du coup, donc il s'est fait pas mal de rebondissements. On a eu, du coup, on est passé sur l'émission Qui va être mon associé. Ouais. Et Et déjà, donc en ça, vrai, je me permets, parce que des fois les gens ne le savent pas, c'était une demande de ta part et tu t'étais inscrite, ou alors on est venu te chercher parce que je sais qu'il y a aussi des chasseurs, entre guillemets, qui viennent sur les réseaux sociaux regarder un petit peu et qui disent on vous propose de passer si ça vous intéresse. Comment ça s'est passé pour toi? ouais, alors, en fait, comment ça s'est passé? Clairement, c'est moi qui ai postulé. Mhm. Il faut savoir que du coup, je suis dans 2 incubateurs. Mhm. J'étais chez Les Déterminés et Life for Good. Et en fait, chez Les Déterminés, du coup, toute ma promo et tous les autres du coup incubés arrêtaient pas de me dire mais il faut absolument que tu postules, on te verrait trop à l'émission. Et en fait, ils m'ont vraiment boosté et ils m'ont archi donné l'envie. Donc je me suis dit bon bah pourquoi pas. Bah oui, après tout. Voilà, on sait jamais, hein.
Et donc j'ai postulé et au final, donc j'ai fait ma petite vidéo, j'ai répondu aux questions, donc on est passé à l'étape parce que du coup, quand on postule sur qui va être mon associé, ça se fait pas rapidement, c'est Oui, pas du tout simple, c'est hyper long, c'est hyper complexe, c'est hyper, franchement c'est dur, ouais, c'est je me doute. dur. Il y a beaucoup d'étapes de sélection, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup, enfin il y a beaucoup de choses. Donc à chaque fois je me disais bah il y a tellement d'étapes et tout. On verra, on verra. Donc, je le faisais en me disant, j'ai très, très, très envie, mais c'est tellement dur que, bah, on sait jamais, quoi. T'étais réaliste en fait par rapport à la situation. Voilà, clairement, clairement. Et puis, en même temps, on va pas se mentir, l'entrepreneuriat, on gère tellement de choses en même Mhm. temps qu'on va pas se mentir, j'avais pas non plus le temps de réfléchir à tout ça. Bien sûr. Et donc, du coup, au final, j'ai passé toutes les épreuves. Donc, c'était juste incroyable. Incroyable. J'ai été prise sur du coup l'émission Qui va être mon associé. Ça a été un énorme tremplin. Et en sachant que du coup sur l'émission, au moment où envoyé mon dossier jusqu'au moment de l'émission, il a dû se passer, je dirais quelque chose en 6 mois, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Que pendant ce laps de temps, en fait, bah, on avait la gamme de produits qui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur. Ok, Et du coup, donc, je suis passée sur l'émission euh, en proposant les paniers de fruits et légumes et la gamme de produits. ok, t'avais les deux. Ouais, 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 parce que clairement, on était au virage. En fait, on Mm. était au virage et voilà. Sauf que dans ma tête, je savais très bien qu'il fallait choisir. Et clairement, j'avais ma petite idée en tête, quoi, parce que j'avais vu ce qui était le plus important, le plus intéressant pour la mission de Topi. Et du coup, sur l'émission, donc j'espère que tu l'as regardée. Oui, bien sûr. Oh, t'inquiète pas, je l'ai même redécortiqué après en sachant que j'allais t'interviewer. Donc, effectivement, tu fais partie des gens qui ont. Bah, je vais te laisser après dire la fin, mais en tout cas, sur la première partie au démarrage, il y a tout de suite un consensus où tout le monde te dit que c'est bien, mais tu prends quand même des feedbacks. Et justement, explique-nous un petit peu, quand on prend ces feedbacks-là, c'est pas toujours facile, quoi. Franchement, bah si. Pour moi, c'était D'accord, hyper facile parce que moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de très ouverte à la critique. Parce que d'accord. comme entrepreneur, il faut vraiment savoir écouter pour grandir. Et parce que en vrai, je sais pas tout, j'apprends tous les jours et c'est vrai que c'est bien d'avoir un regard extérieur. Et tout ce qu'ils m'ont dit, pour moi, c'était juste incroyable parce qu'en fait, ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont pas dit des trucs qui tombaient du ciel. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est ce que je pensais. Donc j'étais vraiment dans le virage, il fallait que je choisisse, dans le virage où les deux, c'était pas possible. Les paniers, pour moi, j'avais pas d'impact, pas autant d'impact que la gamme de produits. Clairement, je voulais choisir. Et en fait, bah là, clairement, les investisseurs, ils ont validé ma vision, en fait. Ils ont validé tout ce que je pensais, tous mes doutes, bah, ils les ont validés. Donc pour moi, j'étais hyper contente de tout leur retour parce que du coup, sur l'émission, ils m'ont dit qu'il fallait que je choisisse, Mhm. que les deux étaient vraiment nobles, que la mission était bien, mais qu'il fallait se focus sur un des deux. Moi, j'étais, ah, ben oui, 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 oui. Dans ma tête, maintenant, avec le recul, je suis là, mais oui, ils avaient carrément raison. Et suite à l'émission, du coup, on a arrêté les paniers de fruits et légumes. Donc ça, c'est D'accord. fini, fini. Et on s'est vraiment focus sur la gamme de produits. J'ai écouté tous les conseils et franchement, bah, c'est juste génial parce que bah, maintenant, on a un gros, gros, gros virage. On a pris un virage à 100 degrés et on est vraiment dans un gros, 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 une grosse autoroute maintenant. Et suite à l'émission, ce qu'il faut dire, c'est que tu as eu donc les premiers investisseurs qui ont dit non, 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 qui t'ont fait des Ouais. feedbacks. Je pense que la leçon, et c'est important de le dire aussi aux uns et aux autres, c'est quand on va dans ce, alors même pas forcément dans une émission, mais à un endroit où il y a un jury pour recevoir, en fait, il faut y aller en se disant, de toute façon, j'ai gagné puisque je peux Ouais. présenter mon produit et je vais avoir du feedback. Je pense que Oui, c'était clairement. peut-être dans l'état d'esprit dans lequel tu étais, c'est pour ça que ça s'est bien passé. Si on vient en disant, je suis convaincu que je vais retirer de l'argent, Non, on a c'est sûr. plus, voilà, on a Clairement, plus de chances d'être déçu. clairement, non, clairement, je pense que c'est la meilleure attitude parce que après, j'attendais pas forcément quelque chose précis. Enfin, c'est vrai que déjà, juste avoir leur feedback, en vrai, j'avais tout gagné. Juste passer sur une chaîne à grosse audience, bah, j'avais vraiment tout gagné. Bah oui. Après, vraiment, c'était que du bonus. Enfin, là,
Donc je pense que c'est pour ça que je l'ai vraiment bien vécu, au fait que j'étais dans le bonus. Ouais. Et puis tu as eu à la fin Delphine André Ouais, qui a validé entre guillemets le deal que tu lui proposais. ouais, c'est ça. Donc franchement, pour moi, c'était vraiment hyper positif tout ça et je l'ai vraiment pris avec du recul, surtout même les critiques, les choses comme ça. Je les ai bien pris parce que bah faut savoir écouter les Mais critiques. oui. Mais oui, 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 à la fin, j'ai quand même eu Delphine André qui s'est positionnée sur Topinamour. Donc donc c'est juste dingue. Quand même, Et, c'est juste dingue. On a réussi à faire une levée de fonds au début de Topinamour. ouais. Et donc là maintenant, l'idée c'est que peut-être, et c'est pour ça que je trouvais intéressant de pouvoir te recevoir dans le podcast pour donner aussi un peu l'après, et quand je dis les coulisses, c'est entre guillemets, mais pour que les gens comprennent mieux, c'est qu'aujourd'hui, tu as une entrepreneuse de haut niveau qui est à tes côtés puisqu'elle est investie dans l'entreprise. Oui. Après, du coup, suite à l'émission, il s'est passé énormément de choses. Donc, du coup, comme je disais, on a arrêté les paniers de fruits et légumes. Maintenant, c'est une gamme de produits. On est passé de un produit à 7. Ah bah dis-nous alors, dis-nous quels sont les produits. Donc il y a la compote, je suppose qu'elle est restée. Elle est restée, mais là, on est vraiment, vraiment en rupture de rupture. Là, c'est un peu compliqué sur la compote de pommes. Mais en tout cas, sinon, on a des jus de pommes. On a des jus de pommes en 1 litre, des jus de pommes en jus de pommes pétillants. On a des jus de pommes en 33 centilitres, des pommes rhubarbe. On a des petites tartinades pour l'apéro, des tartinades tomate oignon, tomate aubergine, butternut romarin. Et voilà, ça fait pas mal. Ouais. Et qui ont le même goût et qui, en fait, ont évité d'être jetés, quoi. Enfin, il faut le répéter plein de fois, je pense, pour les gens, pour se dire pourquoi depuis des années, on fait pas ça. Ouais, c'est ça. En fait, là, maintenant, avec la gamme de produits, on va racheter des tonnes de fruits et légumes qui sont différents. Donc, en Waouh. gros, s'ils sont trop gros, trop petits, un peu biscornus ou même le surplus, nous, on les rachète pour aider les producteurs financièrement et du coup, on en fait une gamme de produits. Donc les jus de D'accord. pommes, du coup, c'est un peu ma revanche sur ces petites pommes. Donc on a pu en racheter encore plus. Et du coup, maintenant, on a des volumes énormes et on peut aider vraiment les producteurs et je suis plus du tout frustrée. Ouais, et puis j'imagine que malheureusement, avec le changement climatique qu'on constate, même si certains veulent fermer les yeux là-dessus, on aura de plus en plus ce genre d'aléas qui font que une fois on aura du gel, une fois on aura de la sécheresse et on n'aura plus des normes aussi simples à avoir. Et donc tu viendras un peu en sauveuse, mais tant mieux quoi, parce que enfin, c'est ce qui est nécessaire quand on sait qu'il y a des gens qui mangent pas, jeter. Enfin, c'est horrible Ah quoi. oui, 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 c'est ça, c'est horrible. Déjà, il y a cette partie-là qui est horrible. Franchement, elle est juste atroce, surtout moi qui ai fait pas mal de maraudes et tout. Ouais. Enfin, je trouve que c'est un paradoxe, enfin, c'est tellement juste débile. Mais enfin, il y a ce paradoxe et il y a aussi le paradoxe des producteurs. Les Ouais. producteurs qui n'ont pas une rémunération dingue et qui vont jeter leur rémunération, quoi. Puisqu'ils jettent les fruits et légumes pour rien. Donc c'est un double paradoxe. Et c'est là où j'essaye de dire un peu stop à tout ça. Et Mais justement, moi, ça m'intéresse vraiment ce que tu viens de dire par rapport aux producteurs, parce que faut pas oublier d'en parler. Grâce à ton fonctionnement et grâce à Topinamour, est-ce que tu as des exemples concrets alors peut-être même sans donner des chiffres, mais au moins des pourcentages, est-ce qu'ils ont pu augmenter leurs revenus de ceux avec qui tu travailles de 10, 15, 20%, ou est-ce que tu as des chiffres concrets, enfin, pour que ça soit clair dans la tête des gens que acheter tes produits, ça a un vrai impact? j'ai pas les chiffres précis là, mais par exemple, en termes de pommes, là, on doit être à plus de 6 tonnes de pommes rachetées quand même. C'est Ouais, déjà donc énorme pour le producteur qui allait les jeter. bah oui. Autre exemple, là par exemple cet été il y a eu enfin il a fait beau et en même temps des fois il pleuvait pas mal, sauf que du coup c'est le climat parfait pour les légumes. Donc les tomates ont hyper bien poussé, mais vraiment elles ont poussé mais énormément. Sauf que le problème, c'est que c'est génial, on a eu beaucoup de tomates en Île-de-France, sauf que clairement qui dit que les tomates poussent vite, dit il faut vraiment vite les vendre parce que du coup ça ne se conserve pas non plus longtemps. Sauf que cet été, tout le monde était parti en vacances, ce qui est normal. Mhm. Sauf que clairement, nos producteurs, ils ont été en galère parce que va vendre des tomates à personne, un peu compliqué. Donc là aussi, même le surplus, c'est une grosse problématique.
Le Ok, surplus qui est causé par les aléas climatiques, bah ça, c'est aussi un point qu'il faut aider les producteurs. Donc là aussi, sur cette partie-là, nous, on les accompagne. Donc là, j'ai racheté, cet été, je sais plus combien de kilos ou tonnes on a racheté de tomates pour aider ces producteurs, quoi. d'accord. Et tu en fais des coulis ou c'est d'autres produits qui sont... Non, pour le moment, avec les tomates, on en a fait des tomates pour l'apéro. Donc après D'accord, tartiner, on a fait tomates oignons. d'accord. Et, ouais, mais je pense que du coup, là, en développement pour bah, du coup, l'été qui arrivera, donc avec Mhm. les prochaines saisons de tomates, je pense qu'on fera d'autres produits parce que c'est vrai que c'est une grosse problématique, les tomates. Et on peut trouver tes produits où? Parce que quelqu'un qui m'écoute, et moi qui suis du Nord et pas sur Paris, est-ce qu'on peut trouver tes produits que sur Paris? On peut les trouver sur Internet? Enfin, comment ça marche pour que justement quelqu'un qui écoute le podcast ait envie de se dire, tiens, je vais faire un bon geste? Alors, tu peux nous retrouver bah, déjà sur notre site internet, donc amour.com. Vivre dans toute la France entière. Donc, tu peux du coup acheter ton pack apéro, parce que du coup, on compose des packs apéro, ton pack jus ou ton pack petit-déj. Donc, tu peux tout acheter sur notre site, donc topinamour.com. Et sinon, on est en train de se faire référencer dans les boutiques. Ça prend du temps, clairement. C'est long, mais on est en grosse discussion. Donc, tu retrouveras prochainement nos produits, peut-être en grande surface bientôt. Je t'en dis D'accord. pas plus. Pas de souci. Et le fait d'être passé à qui veut être mon associé, est-ce que tu dirais que sur ça, ça t'a aidé, ça t'a ouvert des portes, ou pour l'instant, bah, tu t'attends encore de voir la retombée pour, bah, tu vois, le fait d'être référencé dans des commerces? Ça nous a apporté énormément. Ça nous a Ouais. apporté énormément que, bah déjà, du point de vue des clients, les Mhm. clients, bah maintenant, ils nous connaissent, ils nous reconnaissent. Là, on était du coup au salon de l'agriculture. Les clients sont Mhm. venus sur nos stands parce que bah, ils nous cherchaient, quoi. Donc ça, c'est chouette. Génial. Il y en a beaucoup qui nous suivent sur du coup les réseaux sociaux et tout, d'ailleurs, suite à Ouais, je me l'émission. doute. Et d'ailleurs, nos réseaux sociaux, c'est topinamour-antigaspi. Très bonne précision, c'est important. Je le remettrai dans les notes du podcast. Et en fait, ouais, suite à l'émission, on a eu beaucoup de messages de boutiques indépendantes ou de grandes surfaces qui voulaient référencer nos produits. Donc, euh, donc on est en train de traiter tout ça, toutes les demandes, tous les référencements, mais vraiment, l'émission nous a apporté une grosse visibilité sur ça. Et ça, c'est très chouette. Ok, bah c'est top, tant mieux pour toi. Pour terminer, enfin, c'est quoi l'avenir? C'est quoi les prochaines idées dont tu peux parler, bien sûr? Alors là, on est au mois de mars. La diffusion, elle sera dans le courant du mois de mai, quelque chose comme ça. Euh, S'il y a des choses qui sont encore en cours et que tu peux pas parler, on n'en parle pas. Mais est-ce qu'il y a des choses, des idées dont tu peux parler, ou est-ce que juste déjà rien que structurer ton entreprise par rapport à cette vague que tu es en train de vivre, c'est déjà ça l'avenir? Là, l'avenir, c'est bah, le référencement. On va être référencé dans beaucoup de boutiques. Donc ça va être ça notre point. Là, on travaille vraiment à fond dessus. Et on a envie de développer notre gamme de produits. Donc on cherche des petits, enfin des personnes, des chefs pour nous accompagner sur la partie salée. Donc d'ailleurs, si quelqu'un nous écoute, Eh ben écoute, tu vois, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu as des appels à lancer? Donc tu le devances. Et j'allais te poser aussi la question, est-ce que, alors à petit volume, hein, mais les restaurants peuvent pas avoir aussi cette image un petit peu de dire, bah, nous aussi, j'allais dire, on travaille les produits moches pour inciter aussi, parce que je sais que quand on est dans des restaurants un peu étoilés ou autres, il faut présenter certaines choses parce que le client attend, mais peut-être qu'on doit éduquer aussi un peu le client. Donc, tu as raison, si tu as un chef en plus qui dit, moi, je travaille des produits moches et je développe des recettes sur des produits moches et qui sont tout aussi bons, hein, encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont moches qu'ils sont pas bons, ça peut peut-être aider. Donc, oui, je relaye ton message s'il y a un chef qui écoute et qui prenne contact directement avec toi, Mathilde, ou il passe par le podcast et puis après derrière je fais la mise en lien, mais c'est une très bonne idée.
Trop bien. Bon, bah, j'espère que un chef nous écoutera J'espère alors. aussi. Écoute Mathilde, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment, j'ai passé un très bon moment et déjà j'avais regardé l'émission, j'avais adoré l'idée, la démarche et tout, et on sentait que voilà, t'étais en pleine réflexion à ce moment-là, et on sentait que ce qu'il te disait c'était pour t'aider, t'accompagner. Maintenant, c'est vrai que quand on prend des noms, bah des fois c'est pas évident à vivre, mais comme tu l'as dit, quand on se positionne de la bonne manière en se disant je suis prêt à apprendre beaucoup de choses, c'est une très belle leçon pour plein de choses. Je pense que c'est une belle image, c'est une bonne leçon, donc merci déjà de l'avoir partagé. Bah, merci déjà à toi pour ce petit épisode. Franchement, c'était hyper agréable d'échanger, de parler ensemble. Bah, de rien, de rien. Et puis comme moi j'aime bien, dans un an, peut-être dans un an et demi, on fera un petit épisode de 20 minutes la suite pour voir où t'en es, et puis voir à quel point les produits se seront étalés dans les différents magasins, et on pourra être content pour éviter que demain effectivement on mange que des tomates qui ont tel calibre, des pommes qui ont tel calibre, alors qu'au fond on pourrait manger des pommes qui n'ont pas la même tête mais qui sont tout aussi bonnes. Carrément. Non, carrément. Et puis la prochaine fois, je t'apporterai nos jus de pommes pour que tu dégustes un jus de pomme composé de toutes petites pommes. Ah génial, je viendrai exprès sur Paris, tu vois, je ferai le déplacement. Trop bien. Au plaisir. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.